parfois le lien entre l'œuvre et la mémoire paraît très lointain. Ici, dans cette œuvre de Magritte, il y a une relation certaine entre le thésaurus de mémoire de Magritte et cette œuvre intitulée Mémoire. Dans l'histoire de Magritte, cette blessure au niveau de l'œil droit, que veut dire ce rideau qui vient masquer une partie du monde? Que veut dire cet objet sphérique, fendu? Que veut dire cette feuille posée à côté? Je pense que mon ami Pierre Decour aurait aimé découvrir les liens secrets, inconscients, entre ce tableau, la mémoire, et l'histoire du sujet, la mémoire du sujet, Magritte. Parfois, les relations entre peinture et mémoire sont plus directes et font référence à la mémoire sémantique. Pour les Espagnols, ça reste un mois de mai horrible quand la soldatesque napoléonienne a détruit une partie du peuple espagnol. Guernica, la guerre d'Espagne est devenue éternelle, non seulement dans le souvenir des hommes, mais par l'œuvre Guernica de Picasso. Otto Dix, qui dans toute une série de peintures et de dessins vient signaler l'horreur qui a saisi des générations de jeunes hommes de tous les pays d'Europe et hors d'Europe, dans une boucherie infâme, indigne de l'humain. Becker, notre XXe siècle a été saisi par des drames. La peinture vient nous rappeler, et s'inscrivant dans la mémoire sémantique, dans la mémoire globale de l'humanité, restera ainsi cette activité picturale dans la mémoire du monde. Musil, qui de façon horrible, violente, vient nous rappeler l'horreur de la Shoah, l'horreur des camps de concentration. Vous voyez que l'art, et un dernier exemple peut-être qui nous renvoie à une pratique qui a été décriée lors de guerres récentes, la torture. On reconnaît là dans ce tableau de Botello des actes de torture, mais aussi ce capuchon céphalique qui a été utilisé tout récemment, même si la couleur était plutôt orange. Alors vous allez me dire, là, il y a dans ces sujets en pleine possession de leurs moyens une création artistique qui vient s'inscrire dans leur mémoire et qui viennent ainsi inscrire dans la mémoire du monde des faits intéressants, des faits poignants, des faits repères. Mais qu'en est-il lorsque le cerveau est lésé? Ici, un exemple d'un accident vasculaire cérébral d'un homme extrêmement célèbre, un artiste, un créateur, Fellini. Est-ce que Fellini, après cette lésion de son cerveau, n'a plus été Fellini? Est-ce qu'il a perdu les qualités de l'être Fellini, du sujet Fellini? Et voilà ce qu'il dessine après son accident vasculaire cérébral. Où est ma gauche? Il ne parle pas de la situation politique actuelle en Italie. Où est ma gauche? Quel humour pour quelqu'un qui, après une lésion de son cerveau, ne sait plus où est sa droite et sa gauche. Donc ce cerveau lésé
n'interdit pas le sujet d'exister. Et alors je vais aborder avec vous deux grandes pathologies qui lèsent le cerveau. La dégénérescence frontotemporale qui va léser de façon spécifique la partie antérieure de notre cerveau, les pôles frontotemporaux, et de montrer que lorsque apparaît cette dégénérescence chez les artistes, leur production artistique va être modifiée. Il se passe quelque chose. Pas une perte de fonction, pour utiliser un jargon des généticiens, mais un gain de fonction. La lésion va permettre à cet artiste de peindre autrement. Là, il y a eu tout un papier, je vous passe le détail, qui a justement montré que cette dégénérescence temporofrontale entraînait chez le sujet un bouleversement de son art, où on voit là, dans le... excusez-moi, on voit là, dans les tableaux d'un peintre qui jusque-là était un peu raisonnable, apparaître du mouvement, de la couleur. Cette lésion cérébrale a été pour lui à l'origine d'un gain de fonction, d'un plus. C'est de savoir ce qui se passe chez quelqu'un qui n'a jamais été artiste et qui a une démence frontotemporale. Mais là encore, c'est un exemple qui est célèbre dans la littérature, où quelqu'un qui n'avait jamais peint s'est mis à peindre. S'est mis à peindre une peinture d'une qualité technique tout à fait satisfaisante, même, mais vous savez qu'en matière d'art, chacun a les émotions qui lui appartiennent devant une œuvre. Ces chevaux qui courent me laissent froid, mais bon, peut-être que ça émotionne d'autres personnes. Mais donc voilà une pathologie qui va non pas détruire l'être, mais le transformer. Transformer l'œuvre d'un peintre, permettre à un sujet de se mettre à peindre et à créer, alors qu'il n'avait jamais abordé ce domaine jusqu'ici. Et voilà un exemple d'un de nos patients. Monsieur PL, 62 ans, médecin psychiatre, en invalidité depuis l'âge de 56 ans, début des troubles à 55 ans, premier symptôme, collectionnisme, puis apathie. Et le collectionnisme était tout à fait effarant. Ce médecin possédait un hôtel particulier dans un petit village près d'Uzès, du XVIe siècle, avec des caves voûtées remarquables, immenses. Il devait y avoir 600 ou 700 mètres carrés de caves voûtées, qu'il a rempli du sol au plafond, avec ce que nous appelons en languedocien les escoubilles, c'est-à-dire les détruits, des bouts de casserole, des morceaux de verre. Ça a été le premier symptôme. Puis il est devenu apathique. Et il a été mis en invalidité, bien sûr, et il s'est mis à peindre. Il n'avait jamais peint. Il s'est mis à peindre des icônes. Bien sûr, sa culture l'avait amené à se rapprocher de la religion orthodoxe de la Grèce, de Corfou. Mais il n'avait jamais peint. Et il s'est mis à peindre des icônes d'une qualité indéniable. Mais au fur et à mesure que la maladie a évolué, les repères structuraux se sont effacés et il n'y a pas d'intention de création abstraite, puisque tout le long, il y a eu de la représentation non abstraite. Mais les repères disparaissent et à la fin, on ne voit plus d'icônes.
mais lui y voyait une icône. Et il a, grâce à cette activité de peinture, stéréotypée, comme on peut le voir dans ce type de pathologie, conservé jusqu'au bout une certaine sérénité, même quand il peignait ceci. Et là, la question qu'on peut se poser, mais on n'ira pas au-delà, et c'est une question intéressante, est-ce que ce dysfonctionnement des régions frontotemporales ne va pas justement permettre une ouverture à une expression artistique? Quittons la dégénérescence temporofrontale, la démence temporofrontale, et approchons-nous de la maladie d'Alzheimer. 3 exemples dans la littérature internationale, 3 peintres atteints de maladie d'Alzheimer: Carolus Horn, Uther Molen et De Koning. Le dernier, bien sûr, est largement plus connu que les autres, mais Carolus Horn, c'était celui qui a fait toutes les publicités des voitures Opel pendant des décennies. Et vous voyez ce dessin bien léché, bien parfait. Et il était aussi, à côté de son activité professionnelle, peintre du dimanche. Et voilà ce qu'il faisait. Il avait une passion pour le Rialto. Et là, on peut s'interroger, la répétition du thème, là encore. L'œuvre n'est pas d'une très grande qualité, mais c'était sa distraction du dimanche. La maladie apparaît, la maladie évolue. On voit 2 choses, la couleur plus présente et la perspective qui commence à disparaître. Maladie sévère, modérée à sévère, la couleur est omniprésente et on voit dans la répétition des arches quelque chose que les neurologues connaissent bien, les neuropsychologues connaissent bien dans ce type de pathologie, la répétition du même. Et voilà une forme très évoluée. Carolus Horn, à la fin de sa vie, à la fin de sa maladie, on voit la répétition des fenêtres, beaucoup de couleurs, plus du tout de perspective, des animaux étranges, humains, animaux, on ne sait. Mais personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de richesse créative dans ceci que dans le premier tableau, noir et gris, sur le Rialto. Le deuxième exemple est Uther Molen, un peintre américain relativement connu qui avait cette peinture que vous voyez là, très colorée, plein de mouvements. Et lorsque le médecin a annoncé le diagnostic de maladie d'Alzheimer chez lui, il a demandé à sa femme de lui interdire de détruire son œuvre. Et il s'est mis là à faire des autoportraits. Que des autoportraits. Vous voyez cette répétition-là. Et on voit très bien, à gauche, en descendant, à droite, en descendant, l'évolution de la maladie. On voit l'inquiétude dans le regard, l'angoisse, l'abattement, l'apathie, l'incompréhension du monde qui entoure le sujet. Mais tout au long de son évolution, il a pu être un homme libre, créateur, sublimant ses émotions dans la peinture. Pour ce qui est de William de Koning, immense peintre s'il en est, avec cette peinture, vous le savez, torturée, chaotique, colorée, violente. Avec en particulier
lorsqu'il s'approche du trait figuratif, un corps humain distordu, disloqué, abîmé, violenté. Une peinture violente, effectivement, toute sa vie. Et lorsqu'il commence à être atteint d'une maladie d'Alzheimer, on voit apparaître une nouvelle peinture, plus épurée, plus sereine, avec beaucoup de blanc, des formes plus souples, enveloppantes. Voyez la sérénité qui se dégage de ce tableau. Voici de Kooning en train de peindre à la fin de sa vie, atteint d'une maladie d'Alzheimer. La peinture, là, lui a permis de rester l'homme immense qu'il était, le peintre immense qu'il était, mais en trouvant aussi cette sérénité qui lui manquait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Non plus lorsqu'on est peintre et qu'on est atteint de maladie d'Alzheimer, mais lorsqu'on a une maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, très souvent, le sujet va se mettre à dessiner, à peindre. Et voilà l'exemple de quelqu'un qui n'avait jamais peint de sa vie. Il était réalisateur de documentaires de chasse et de pêche. Marié, 2 enfants. Quand nous avons commencé à le voir, MMS à 20, donc une forme déjà évoluée, et il s'est mis à peindre de façon là encore répétitive des portraits de sa mère. Et vous voyez là le calme, la beauté, la sérénité qui se dégage de ce portrait, c'est sa mère, au tout début de sa maladie, que l'on voit là, dans une forme plus évoluée de sa maladie. Là encore, la qualité picturale est indéniable, la gestion de la couleur l'est aussi. La forme se dégrade au fur et à mesure que la maladie évolue. Les repères s'effacent. Mais jusqu'au bout, cet homme a peint. Jusqu'au bout, il a peint et il a trouvé dans cet acte la réalisation de ce qu'il pouvait être. Il était réalisateur de cinéma. Il a trouvé dans sa maladie la possibilité de réaliser ce qui n'aurait pu peut-être jamais être, mais qu'il était quand même peintre. Alors, il est évident que l'art ouvre un espace de thérapie indéniable. S'inscrivant, la création picturale s'inscrit dans l'axe diachronique comme dans le plan synchronique. Dans le plan synchronique, le sujet va se trouver en relation avec l'art-thérapeute, avec d'autres patients avec lesquels il va pouvoir créer. Mais peut-être ce qui est le plus important, c'est de pouvoir s'inscrire dans l'axe diachronique. Il va être à nouveau, dans cette activité artistique, un être en projet. Il va être sujet de son histoire. Il a une œuvre en cours. Il est en train de peindre. L'œuvre n'est pas finie. Elle va être finie. On voit là le sujet sortir de l'enfermement du présent pour s'inscrire à nouveau dans son histoire. Et on a vu que cette maladie pouvait démasquer une certaine originalité, pouvait libérer la vie pulsionnelle du sujet, pouvait permettre à ce sujet de parler sa souffrance. On l'a vu dans les différents exemples que je vous ai présentés. Et qu'au fur et à mesure de cette création, une reconstruction narcissique pouvait être envisagée. Voilà 2 exemples dans une EHPAD de travail. Vous voyez l'attention,
l'intérêt, la participation à une œuvre commune. C'est là-dedans qu'on est lorsqu'on fait de l'art-thérapie. Alors la question est, Philippe l'a posée au début, il y a un impact psychocomportemental évident. Tous ceux qui ont pratiqué l'art-thérapie l'ont vu. L'agitation qui cesse, l'apathie qui diminue, le regard qui s'allume, le contact avec l'autre qui devient à nouveau possible. Mais est-ce qu'il y a un impact sur le cognitif et en particulier sur la vitesse de déclin? Là, des travaux sont nécessaires. Et ce qu'a signalé Philippe. Et avec le professeur Bruno Vellas et sous l'impulsion de Bruno Vellas, actuellement est en cours un projet d'intervention multidomaine, cognition, activité physique, recommandations nutritionnelles, activité sociale. Et je proposerai que pour les futurs projets, on associe l'art-thérapie et la musicothérapie. Et pour terminer, cette phrase magnifique d'Antonin Artaud, « Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir, en fait, de l'enfer. » Et je voudrais peut-être terminer par cette phrase de Nietzsche qui écrivait « Il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. »